Napoléon Bonaparte. Quel nom! Il résonne à travers les grands couloirs de l'histoire. Pour certains, il évoque l'image d'un chef brillant, un véritable visionnaire. Pourtant, pour d'autres, le nom de Napoléon fait froid dans le dos. Alors, qui était vraiment cet homme, Napoléon Bonaparte? Était-il le héros qui a sauvé la France du bord de l'effondrement? Ou était-il le tyran qui a plongé tout un continent dans l'obscurité, mu par une soif insatiable de pouvoir? Napoléon n'est pas né français, du moins, pas comme on pourrait l'imaginer. Il est venu au monde en 1769, à Ajaccio, en Corse, juste un an après que la France a annexé l'île. Sa famille, les Bonaparte, était issue de la petite noblesse italienne. Il s'est toujours senti un peu à part, comme un observateur extérieur. Sa langue maternelle était le corse, et il a appris le français plus tard, gardant toujours un accent notable. Son père, Carlo Bonaparte, était un avocat qui a obtenu une bourse pour le jeune Napoléon afin qu'il étudie dans les écoles militaires de Brienne et de Paris. Imaginez un peu ce jeune Corse, petit pour son âge, avec son accent si particulier et sa fierté farouche. Il était souvent moqué par ses camarades français, plus riches et aristocrates. Mais en lui brûlait un feu d'intelligence. C'était un lecteur vorace, passionné d'histoire, de mathématiques et de stratégie militaire. Puis, en 1789, la Révolution française éclate. L'ancien ordre commence à s'effondrer et de nouvelles opportunités se présentent. Napoléon, alors jeune officier d'artillerie, fut l'un des premiers et fervents partisans de la Révolution. Il y voyait une chance pour la Corse d'obtenir une plus grande autonomie et pour lui-même de gravir les échelons d'une armée devenue méritocratique. Cependant, son nationalisme corse ardent entra bientôt en conflit avec ses ambitions au sein de l'armée française. Napoléon dut faire un choix. Il choisit la France. Cette décision capitale le plaça définitivement sur la voie qui allait le mener à redessiner le destin de l'Europe. Le génie militaire de Napoléon s'est révélé au grand jour avec un éclat éblouissant lors du siège de Toulon en 1793. Le jeune capitaine d'artillerie, Napoléon Bonaparte, à peine âgé de 24 ans, conçoit un plan d'une audace folle. Il positionne méticuleusement ses canons, endure le feu ennemi et dirige un bombardement acharné. Toulon tombe aux mains des forces révolutionnaires. Cette victoire vaut à Napoléon d'être promu général de brigade. Cependant, le paysage politique du Paris révolutionnaire était un véritable champ de mines. Napoléon se retrouve brièvement emprisonné après la chute des Robespierre en 1794. Mais ses compétences militaires indéniables étaient trop précieuses pour que la République s'en passe longtemps. En octobre 1795, un important soulèvement royaliste menace la Convention nationale à Paris. Napoléon donne alors l'ordre, resté célèbre, à ses canons de tirer sur la foule royaliste qui avance, écrasant l'insurrection. Gap 2S. Napoléon avait sauvé le Directoire. Il était désormais un héros à Paris, un homme d'influence et de pouvoir. Sa nouvelle grande scène fut la campagne d'Italie, de 1796 à 1797. Il mena l'armée d'Italie à une série de victoires stupéfiantes contre les Autrichiens et leurs alliés italiens. Des batailles comme Lodi, Arcole et Rivoli devinrent légendaires. Ces dépêches envoyées à Paris le dépeignaient comme un héros invincible. Il ne maîtrisait pas seulement l'art de la guerre, mais aussi celui de la propagande, façonnant sa propre légende au fil de ses exploits. Napoléon avait transformé une armée démoralisée en une redoutable machine de guerre. Après ses succès spectaculaires en Italie, Napoléon se lance dans une expédition ambitieuse en Égypte en 1798. Si le bilan militaire fut mitigé, l'expédition eut d'importantes conséquences culturelles et scientifiques, notamment la découverte de la pierre de Rosette. De retour en France, le gouvernement du Directoire était de plus en plus faible et impopulaire. Napoléon a flairé l'occasion. Il effectue un retour audacieux en France en octobre 1799 et orchestre un coup d'État hardi, instaurant le consulat. Napoléon, à seulement 30 ans, devient premier consul. Et la France, dans sa majorité, accueille favorablement cette poigne nouvelle aux commandes. En tant que premier consul, Napoléon initie une période de réforme et de reconstruction extraordinaire. Il centralise le gouvernement, s'attaque à la situation financière désastreuse de la France en créant la Banque de France et réforme le système éducatif.
Il cherche la réconciliation avec l'Église catholique en signant le Concordat de 1801. En 1804, après un plébiscite qui révèle un soutien public massif, Napoléon se proclame empereur des Français. Lors d'une cérémonie grandiose à la cathédrale Notre-Dame, il prend, geste resté célèbre, la couronne impériale des mains du pape et la pose lui-même sur sa tête. Le parcours du petit noble corse à l'empereur des Français était accompli. La République n'était plus. Le premier empire français avait commencé. L'une des réalisations les plus importantes et les plus durables de Napoléon fut le Code Napoléon. Officiellement appelé Code civil de 1804, il s'agissait d'une refonte complète du droit français. Avant la Révolution, la France fonctionnait avec un ensemble chaotique de différents systèmes juridiques. La Révolution avait proclamé le principe de l'égalité devant la loi, mais un cadre juridique unifié faisait défaut. Napoléon s'est personnellement beaucoup investi dans la création de ce code. Le code a consacré de nombreux principes clés de la Révolution française, comme l'égalité de tous devant la loi et la protection de la propriété privée. Il a uniformisé les procédures civiles dans tout le pays, touchant aux droits de la famille, aux successions, aux contrats et à la propriété. Malgré quelques limites, l'influence du Code Napoléon fut immense et d'une portée considérable. Il fut appliqué en France et introduit dans de nombreux territoires conquis par les armées napoléoniennes. Son insistance sur la rationalité, la clarté et l'uniformité a transformé la pensée juridique dans une grande partie du monde. Le début de la chute spectaculaire de Napoléon remonte à son invasion catastrophique de la Russie en 1812. La Grande Armée, une force colossale de plus d'1 demi-million de soldats, s'avança dans les vastes plaines russes. Les Russes adoptèrent une stratégie de retraite et de terre brûlée, privant l'armée française de vivres et d'abris. Napoléon prit Moscou, mais ce fut une victoire amère. La retraite de Moscou devint l'un des épisodes les plus effroyables de l'histoire militaire. Des milliers de soldats périrent de faim, de maladie et du froid glacial. La Grande Armée, autrefois si puissante, fut littéralement décimée. Ce désastre en Russie brisa l'aura d'invincibilité de Napoléon et encouragea ses ennemis. Une nouvelle coalition de puissances européennes se dressa contre lui, déterminée à mettre fin à son règne. Napoléon se battit avec une ténacité remarquable, mais le vent avait tourné. La bataille décisive de Leipzig en 1813 se solda par une défaite cuisante. Paris tomba en mars 1814 et Napoléon fut contraint d'abdiquer et exilé sur l'île d'Elbe. Dans un coup d'éclat stupéfiant, il s'échappa de l'île d'Elbe en 1815 et entama son retour des 100 jours. Cependant, son ultime pari pour le pouvoir prit fin de manière décisive à la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Il fut exilé à Sainte-Hélène, où il mourut en 1821. Alors, comment devons-nous, au final, nous souvenir de Napoléon Bonaparte? Était-ce un génie? Sans l'ombre d'un doute, son brio militaire et ses réformes administratives ont eu un impact profond et durable. Mais était-il aussi un monstre? Pour beaucoup, la réponse est oui. Son ambition insatiable a mené à des guerres dévastatrices et à d'immenses souffrances. Peut-être que la vérité, c'est que Napoléon était les deux à la fois, un génie et un monstre, une figure profondément complexe, incarnant à la fois des capacités créatrices et destructrices. Aujourd'hui encore, Napoléon continue de nous fasciner, de nous inspirer et de nous diviser. Son impact se ressent toujours dans nos lois, nos institutions et notre compréhension de la guerre moderne et du leadership.